Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel événement du pôle de compétitivité Finance Innovation. Très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans nos locaux et donc toutes les personnes aussi qui sont connectées à distance. Je m'appelle Nicolas Ferreira, je suis directeur général adjoint de Finance Innovation et très content d'adresser ce sujet de la clause bénéficiaire, qui est bien sûr un sujet d'actualité pour le secteur de l'assurance. Donc très rapidement, un mot de présentation sur Finance Innovation pour ceux qui ne nous connaissent pas. Finance Innovation est un pôle de compétitivité. Donc, nous faisons partie d'une politique publique qui a été lancée dans les années 2000. L'État, avec les régions, ont créé des clusters dont l'objectif est vraiment de rassembler tous les acteurs d'un écosystème donné, d'un secteur d'activité donné, autour des questions d'innovation, de compétitivité, de digitalisation. Il existe aujourd'hui une cinquantaine de pôles partout en France sur tout secteur d'activité. Et Finance Innovation est le pôle qui est dédié au secteur financier. Donc, on adresse le secteur financier au sens large. Et donc, on a un écosystème de 600 membres aujourd'hui, qui sont bien sûr des startups, des fintech, des insurtech, dont Testamento est un exemple dont on est très, très fiers. Et encore, félicitations Virgile, vraiment pour toute ton aventure. Donc, 600 membres aujourd'hui qui vont adresser l'écosystème financier sur la banque, l'assurance, la gestion d'actifs, mais aussi les sujets de finances durables, toute la partie immobilier, investissement, gestion des risques, financement, toute la partie, ce qu'on appelle gestion et finances d'entreprise, qui va être essentiellement la digitalisation des directions financières des entreprises, et donc la filière finance décentralisée Web3, et donc tout ce qui va tourner autour de la technologie blockchain. Un petit point d'actualité sur Finance Innovation. Donc, on a quelques beaux événements qui vont arriver au deuxième semestre, notamment donc, en septembre, l'événement qui s'appelle le RegTech Day. Donc, on va adresser vraiment toute la partie conformité KYC au service de l'écosystème financier. Ensuite, en octobre, l'événement Investment Day sur les sujets de gestion d'actifs. En novembre, le DAF Day. Le DAF, comme son nom l'indique, la digitalisation des directions financières. Et en décembre, l'événement Insure Day, qui aura lieu donc, cette année à Station F. N'hésitez pas à aller sur le site de Finance Innovation pour vous inscrire déjà à tous les événements, puisqu'on met toutes nos actualités. Vous avez des livres blancs à télécharger sur la partie actualité expertise. Vous avez pas mal de ressources. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous solliciter si vous voulez plus d'informations sur le pôle de compétitivité. Évidemment, plus on a de membres, plus notre écosystème est grand et dynamique, et mieux on se porte tous. Donc, je ne vais pas prendre plus de temps. Merci à vous encore. Je sais que vous avez une très, très belle table ronde qui vous attend et je vous souhaite une très, très bonne matinée. Merci beaucoup Nicolas pour cette introduction et bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Anaïs Brégé, je suis associée chez Deloitte Conseil et donc j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui cette table ronde autour du sujet de la clause bénéficiaire. Alors c'est un sujet qui a peut-être été trop longtemps perçu comme un détail administratif et pourtant on le sait, la clause joue un rôle décisif au moment du dénouement du contrat. Des oublis, des imprécisions, on voit des clauses obsolètes, des clauses mal rédigées et très rapidement, on observe des situations qui sont assez sensibles avec parfois des blocages complets, avec des bénéficiaires introuvables, des dénouements qui vont être retardés, des contentieux avec l'assureur ou même des redressements fiscaux, tout ça dans des contextes de litiges familiaux. Et il ne faut pas se tromper, on ne parle pas ici de simples exceptions, mais finalement de cas qui sont assez fréquents. Et la CPR l'a récemment rappelé dans la résolution, vous l'avez vu, j'en suis sûre, du 21 novembre 2024, où elle invite l'ensemble des acteurs du secteur à adresser cette problématique, donc en renforçant la qualité des clauses bénéficiaires, en informant mieux les clients, en documentant les échanges et puis en facilitant la mise à jour tout au long de la vie du contrat. Et cette mise à jour tout au long de la vie du contrat, c'est finalement là le point clé, c'est cette faculté de faire évoluer cette clause en fonction des événements de vie. Or, aujourd'hui, dans beaucoup de contrats, on se rend compte que la mise à jour de cette clause est bien trop souvent manuelle, complexe et perçue dissuasive à la fois pour les assurés et malheureusement aussi par les conseillers. Alors, on se retrouve dans une situation qui est assez paradoxale. La clause, on le voit, c'est central, important, mais très difficile à manipuler.
Et alors, pourquoi? Alors, on y répondra, je pense, un petit peu aujourd'hui, mais peut-être un élément de réponse, c'est au croisement finalement de trois univers qui ont du mal à communiquer. Le premier, c'est le juridique. On veut que la clause soit précise, soit bien rédigée et minimiser les risques. De l'autre, on a le commercial qui veut fluidifier les échanges avec le client, les rendre le moins complexes possible pour souscrire le plus rapidement possible. Et puis, on a l'humain. Parce qu'avec la clause bénéficiaire, on va toucher des décisions personnelles, intimes, sur lesquelles on ne veut pas se précipiter et qui donc parfois nous amènent à les repousser. Alors, face à cette problématique, un élément différenciant en s'appuyant sur les avancées de la digitalisation, les parcours assistés et puis de plus en plus l'intelligence artificielle. J'ai dit le mot maintenant dans toutes les tables rondes, il faut parler d'intelligence artificielle. Et on le voit aujourd'hui, c'est cette capacité finalement à redonner le pouvoir et à la maîtrise à l'assurer, à sécuriser ce moment, à faciliter la prise de décision importante qui devient une vraie valeur ajoutée, y compris en prévoyance collective. Et je crois qu'on en dira un mot aujourd'hui, où les attentes aussi des entreprises évoluent. Voilà, donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, essayer de voir comment la clause bénéficiaire peut, si elle est bien posée, bien accompagnée, bien pensée, devenir un vecteur de confiance, de conformité, mais aussi de performance commerciale. Alors, je vous propose d'entrer un peu plus dans le vif du sujet avec nos intervenants, et puis je vais d'abord vous laisser vous présenter rapidement, messieurs. Bonjour, Franck Kless, Allianz France. Je suis en charge au sein d'Allianz de l'ensemble des projets informatiques touchant nos réseaux de distribution propriétaires. Bonjour à tous, moi c'est Virgile Delporte, je suis cofondateur et président de Testamento, avec un parcours entrepreneurial dans d'autres secteurs, dont j'essaye d'apporter un petit peu de fraîcheur avec des logiciels qu'on a développés ces dernières années en 2 étapes. La première étape, ça a été de construire un univers grand public, le testament en ligne, Testamento. Et cette transposition s'est faite en 2019 vers la bascule. On est devenu éditeur de logiciels et on va en parler aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, Yann Quéré, directeur général du groupe Lourmel, un petit groupe de protection sociale, vraisemblablement un des plus petits historiquement issus de la branche de l'imprimerie et des industries graphiques. Et voilà, ça fait 25 ans que j'occupe différentes fonctions en général dans l'assurance de personnes. Bonjour à tous, Éric Marel, donc moi je suis en charge du marketing chez CGDIM Assurance. Donc CGDIM Assurance a 3 activités, une activité éditeur de logiciels centrée sur la santé prévoyance, l'assurance de personnes, avec 23 millions de personnes protégées dans nos logiciels, une activité de délégataire de gestion, donc on en reparlera tout à l'heure, et nous sommes également opérateurs de tiers payants, donc sous 2 marques, SP Santé et e-Santé. Merci, messieurs. Alors, on va rentrer doucement dans le vif du sujet avec peut-être toi, Yann. Alors, évidemment, le sujet de la clause bénéficiaire te parle beaucoup. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est une clause bénéficiaire, même si je pense qu'on a une population d'experts aujourd'hui, mais surtout pourquoi c'est important? C'est important tout simplement parce que c'est vraiment la promesse finalement de la mise en jeu de la garantie en cas de décès. Sans ça, qu'est-ce qu'on fait de ce capital, à qui on le verse? Alors évidemment, quand il y a un enjeu de transmission en assurance vie, c'est quelque chose qui est... il y a un enjeu immédiat, donc ça fait partie de la conception du produit et du conseil. C'est vrai que quand on transpose en assurance collective, notamment quand on a des garanties qui sont imposées par des accords de branche, les personnes sont un peu moins sensibles au sujet. Et donc, le cas de la mise en jeu de la garantie peut poser difficulté. Il ne vous viendrait pas à l'idée, en tant que titulaire d'une mutuelle santé, de ne pas indiquer qui sont les ayants droit qui vont pouvoir consommer sur votre contrat. Paradoxalement, en prévoyance, eh bien, on voit que justement l'équivalent pour la mise en jeu de la garantie d'essai n'est pas si évidente que ça. Donc c'est central, ça fait partie de la promesse du contrat d'assurance. Peut-être une question complémentaire. On voit aujourd'hui que les attentes des clients évoluent avec toujours plus de personnalisation. Et alors, j'ai un chiffre parce qu'on aime bien les chiffres chez Deloitte. Selon le baromètre Les Français et leur assureur, donc 75% des Français disent attendre plus de personnalisation.
Et pourtant, seulement 18% d'entre eux estiment que leurs conseillers connaissent suffisamment leur contexte et surtout le répercutent sur leur contrat d'assurance. Vu ces attentes de personnalisation et aussi l'évolution de la société avec des familles qui sont plus différentes et moins standards par rapport à avant, comment ça influence finalement votre approche de la clause bénéficiaire et comment vous l'accompagnez, vous l'adaptez, vous, chez Lourmel? C'est tout l'enjeu d'avoir un dispositif qui est agile par rapport à ces situations, parce qu'effectivement, alors je parlais plutôt de prévoyance collective, c'est un peu plus notre spécialité chez Lourmel. Au sortir de la guerre, quand on met en place des garanties dans une branche, forcément, le schéma standard, c'est le bénéficiaire du capital en cas de décès, ça va être allez, madame, enfin le conjoint, mais à l'époque, c'était quand même plutôt monsieur qui travaillait, donc madame, les enfants, et puis voilà, c'est le schéma standard, on ne s'occupe pas d'autre chose. Et puis évidemment, aujourd'hui, ça ne marche plus, et ça vit surtout. Donc, il peut y avoir non plus madame, mais monsieur, et puis des enfants qui ne sont pas forcément les enfants du couple, des familles recomposées. On peut vouloir aussi transmettre des capitaux à des tiers qui ne sont pas forcément dans le cercle familial. Il y a beaucoup plus de gens isolés qui veulent aussi transmettre leur capital à des bonnes œuvres, des choses comme ça. C'était un petit peu atypique et ça devient de plus en plus fréquent. J'ai regardé quelques chiffres en préparant la table ronde, moi aussi. On ne se refait pas les chiffres pour un actuaire. Sur les quelques clauses bénéficiaires, quand on vient de lancer donc Beneficiary de Testamento, j'ai quand même 2/3 des adhérents qui formulent une clause particulière. Donc, ils ne se contentent pas de la clause standard. Un âge moyen de 46 ans. Donc, on voit bien, c'est vraiment la charnière. Hein. À partir du moment où on devient senior, oui, 46 ans, devient senior, ça fait frémir, mais c'est vrai. Et voilà, c'est au moment où on commence à se préoccuper de la deuxième partie de la vie, en fait, que effectivement ce sujet commence à être prégnant. Et alors là, étonnamment, mais je pense que c'est pas une statistique super fiable, majoritairement des femmes. Alors qu'on est, nous, sur un portefeuille plutôt masculin. Donc, est-ce que c'est parce que mesdames sont plus prévoyantes? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un résultat qui m'a étonné. Donc 2/3, hein, c'est un bon chiffre, 2/3 des clauses qui ne sont pas standards. Peut-être si on rentre dans un cas concret et dans votre expérience, Franck, donc la distribution des réseaux d'alliances a déployé la solution Testamento depuis plusieurs années. Est-ce que vous pouvez nous partager avec les personnes présentes ce que vous suivez et finalement quelle a été la genèse de cette intégration? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, l'histoire a débuté, nous, en 2019, où, en pleine période de Covid, ce qui veut donc dire que l'ensemble des réflexions, travaux, première étape se sont faites à distance. Alors, il y a beaucoup de travail qui a été fait de cette époque-là en 2020 entre différentes directions impliquées, hein, la direction des métiers, la direction informatique, la direction juridique, la distribution et bien entendu les équipes de Testamento pour mettre en œuvre en fait un POC qui s'est conceptualisé en 2020 de mémoire, qui a été opéré pendant 8 mois à peu près, avec 3 mois de mise en forme et puis 5 mois de tests, pour ensuite passer en fin 2020 dans un mode de pilote, puisqu'on travaille toujours par mode pilote. Hein, dans les grands groupes, c'est comme ça, on ne met pas tout de suite à dispo. Et ce pilote a donné tous ses pleins effets, et donc la solution a été mise en place pour notre réseau salarié en 2021. Et compte tenu des taux d'utilisation, de la bonne utilisation et des retours extrêmement positifs de la solution qui a été mise en place, on l'a ouverte au réseau agents généraux en septembre de l'année dernière et mise à disposition de l'ensemble donc de nos réseaux propriétaires. Donc c'est un peu plus de 9000 personnes qui peuvent utiliser cette solution à travers les liens, une solution digitale et qui permet effectivement de mettre de la proximité vis-à-vis des clients, des conseillers et des agents généraux. Et donc, quel défi ça vous a permis de relever au sein du réseau? Tu as parlé des hauts patrimoniaux et du fait que ça permet de maintenir le contact avec le client. Est-ce qu'il y a d'autres défis qui ont pu être relevés grâce à cette solution?
Le défi, en fait, c'est que nous avions effectivement, et comme toutes les compagnies d'assurance, avec des systèmes qui sont un petit peu, je dirais, vieillots quelque part, plutôt mettre un coup de jeune, une vision beaucoup plus active des clauses, intégrer un élément qui est très important, c'est-à-dire de la prévenance, que j'appelle la prévenance de la déshérence, hein, c'est-à-dire pouvoir être proche du client, de pouvoir sortir plus facilement et de travailler avec son client pour revoir les clauses et éviter d'avoir des sujets de gestion derrière dans le cadre de la prestation du contrat. Des gains, évidemment, des gains parce qu'avec une solution digitale, eh bien, les centres de service clients n'ont pas à répondre ou ne traitent véritablement que les sujets un peu hors normes. Voilà. Et donc, tout ça a apporté véritablement à fluidifier et les retours, même des agents, pour autant la solution a été mise en place tout récemment, sont extrêmement positifs. Alors, Eric, peut-être un mot. Donc, tu es en charge du marketing produit chez Cegedim. Quel regard tu portes aujourd'hui sur la clause bénéficiaire et comment vous vous positionnez sur ce point chez Cegedim? Alors, il y a plusieurs niveaux de lecture. Chez Cegedim, on est forcément favorable à ce qui va améliorer le ressenti et l'expérience utilisateur, l'assuré final. Hein. On l'a dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'investissements, beaucoup de développement sur les contrats santé, avec beaucoup de ce qu'on appelle self-care, hein, où la personne va renseigner un certain nombre d'informations, choisir ses options avec plein de possibilités, etc. Et donc, finalement, la clause bénéficiaire, elle restait un peu un petit morceau de papier, bon, éventuellement signé électroniquement, mais ça n'allait pas beaucoup plus loin, sur laquelle on ne revenait jamais, alors qu'en santé, on peut aller voir son espace, voir ses dépenses, etc. Donc, il y avait un gros décalage. Donc, pour nous, on sent bien qu'il y a un besoin fort côté assuré. Et puis, il y a un besoin fort côté entreprise aussi, hein, qui sont aussi maintenant, qui souhaitent aussi se désengager, éviter la prise de risque, comme en santé au fond. Hein. Le self-care, les espaces adhérents permettent d'éviter multiples contacts avec la DRH de l'entreprise s'il y a des dysfonctionnements sur le contrat santé ou des incompréhensions. Et donc là aussi, ça donne un peu plus d'autonomie. Globalement, ça va dans le sens d'une individualisation forte, hein, de la société. Ça, c'est une tendance de fond. Donc ça, c'est la première réponse. Et puis après, il y a une autre réponse plus d'intérêt bien compris. Je dirais qu'il y a quelques années, ou même quelques dizaines d'années, la clause standard papier, finalement, c'était là, on pouvait avoir le meilleur ROI pour les assureurs, puisque les technologies n'étaient pas ce qu'elles étaient, donc moins d'informatique, donc tout ce qui était un peu différenciant et personnalisable commençait à être coûteux. Donc finalement, le souhait, c'était souvent d'avoir une clause très, très standard et ne plus y revenir finalement. Autre élément, c'est la réglementation qui a beaucoup évolué, hein, tu l'as dit un peu en démarrage, mais il y a 30-40 ans, tous ces sujets de devoir de conseil, de RGPD, etc., étaient beaucoup moins capitaux en déshérence, les lois ICERT. Il y a toutes ces réglementations qui sont arrivées, qui pèsent sur les assureurs, sur les distributeurs, et donc il y a une mise en conformité à faire. Et donc ce qui pouvait être utile ou finalement paraître optimisé il y a quelques années ne l'est plus aujourd'hui. Puisque face à tous ces risques de non-conformité, il faut pouvoir y répondre. Et puis, dernier élément qu'a bien rappelé Yann, hein, c'est aussi que les assurés évoluent, le profil évolue. Donc, on l'a dit, quand ça a été mis en place, notamment en prévoyance collective, hein, c'est les accords de 47 sur l'assurance des cadres. Donc, c'était en 47 ou même dans les années 50, il y avait beaucoup moins de cadres qu'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup plus de cadres. Les accords prévoyance ont aussi été généralisés aux populations non cadres, alors pas à toutes, mais à une très, très grande majorité. Donc, j'ai des profils beaucoup plus diversifiés qu'avant, ne serait-ce que professionnellement. Les familles, effectivement, plus diversifiées. Les gens héritent aussi beaucoup plus tard qu'avant. Donc, dans les clauses standards, souvent, il y a les ascendants. Mais si vous avez 60 ans, c'est pas forcément, si vous êtes célibataire, c'est pas forcément à vos parents qui ont 90 ans que vous souhaitez que la somme profite. Ça va être plutôt à des neveux et nièces, des frères et sœurs. Donc, voilà, il y a tous ces aspects très concrets qui font qu'aujourd'hui, finalement,
ce qui pouvait être, ce qui a longtemps été un frein à la clause digitale, hein, en se disant c'est plus simple, on fait du standard, du papier, et puis on n'en parle plus à faire classer. Finalement, aujourd'hui, ça devient très risqué et c'est pas conforme en fait aux attentes des clients, et dans une optique de fidélisation sur les contrats, qui est quand même aussi un enjeu important pour les différents organismes et les distributeurs, c'est bien de pouvoir proposer cette mise à jour régulière. Donc, des contraintes, on le voit, et peut-être en complément sur cette question, toujours Eric, quel bénéfice finalement ça peut apporter une bonne gestion de cette clause bénéficiaire à l'assureur ou à son délégataire de gestion? Alors, ça va apporter de la sécurité, hein, puisqu'on va avoir des clauses à jour, bien rédigées, avec potentiellement le nom des bénéficiaires, l'adresse. On ne va pas devoir retrouver, je sais pas, une Marie Dupont qui va être citée de façon un peu papier, mais sans adresse, sans date de naissance, où c'est un petit peu aléatoire. Donc, ça va permettre de sécuriser cet aspect-là, de recherche potentiellement des capitaux. Ça va avoir un autre avantage, ça va permettre de valoriser aussi le contrat prévoyance auprès des salariés, des assurés, hein. Les DRH aujourd'hui ont parfois du mal en fait à valoriser tout ce package à côté de la rémunération, voilà, que tout le monde connaît. Après, bon, on va valoriser souvent la mutuelle, hein, quand vous voyez parfois les offres d'emploi, on parle parfois de la mutuelle. La mutuelle est proposée. Un peu l'épargne salariale, et la prévoyance va être un peu la dernière roue du carrosse. C'est pas facile de parler de la mort, de l'invalidité, hein, donc ça se comprend, enfin je dirais ça se comprend très bien, mais ça permet cette clause qu'on pourrait remettre à jour à rythme régulier, alors, tous les ans, tous les 2 ans, à la demande du salarié. Ça permet de créer un lien avec le contrat prévoyance qui en a généralement pas. Hein, puisque même quand vous êtes en arrêt maladie, qui est un des risques couverts par ces contrats, souvent il y a une subrogation, donc c'est l'entreprise qui touche les prestations. Donc le seul moment où il pourrait y avoir un peu de lien, c'est dans des arrêts maladie, et comme souvent ce n'est pas le cas, le salarié, c'est à peine qu'il a un contrat prévoyance. Donc ça lui permet de prendre conscience qu'il y a un capital qui, en cas de décès, peut quand même profiter à des proches, c'est que sous forme de rente, éducation ou autre. Donc ça aussi, ça peut être des choix qui sont à formuler au moment dans le contrat. Donc ça permet quand même bien de valoriser ce dispositif particulier, et valoriser la politique RH. Ouais, et valoriser aussi l'accompagnement du conseiller commercial qui va être central aussi, dans tout devoir de conseil aussi dans le lien qu'il peut y avoir. Et justement sur ce devoir de conseil, donc Virgile, depuis fin 2024, la CPR, on en a parlé en introduction, renforce ses exigences en matière de devoir de conseil sur la clause bénéficiaire. Comment toi tu vois ce mouvement, et comment ça a influencé concrètement vos pratiques chez Testamento, et comment tu l'as vu aussi la répercussion chez tes clients? Oui, donc effectivement, on va dire que c'est des sujets qui pendant longtemps ont été un peu mis sous le tapis, je pense, hein. Et j'ai évoqué cet aspect regard extérieur, je ne connaissais pas le secteur de l'assurance il y a 10 ans. Et pour moi, une clause bénéficiaire, déjà, je ne savais même pas que ça existait. Quand j'avais ouvert mon contrat d'assurance vie, mon conseiller m'avait dit on verra ça plus tard. Il ne m'a jamais rappelé. Donc, il y a quand même, j'avais un regard qui était, on va dire, relativement candide là-dessus. L'accélération, finalement, cette réglementation, une nouvelle couche réglementaire dont tu parles, finalement, elle fait que ce tapis sous lequel il y a pas mal de poussière, quelqu'un soulève et regarde ce qu'il y a. Et quand on ose regarder, forcément, c'est un gros défi. Donc, j'allais dire, la première chose, c'est un éveil des consciences pour certaines compagnies. Certaines ont vraiment pris les devants depuis pas mal de temps, et d'autres se réveillent maintenant. Mais effectivement, nous, on a beaucoup de demandes et beaucoup d'activités autour de ce sujet qui a pendant longtemps été un peu mis de côté, je dirais. Et donc, chez Testamento, vous avez développé la solution Beneficiary, hein, qui est en place chez plusieurs grands noms de la banque assurance. Est-ce que tu peux nous en dire plus et nous dire en quoi ça consiste en termes de transformation de la gestion? Oui, donc peut-être juste concrètement, qu'est-ce que ça veut dire cette solution Beneficiary? Déjà, si je devais le décrire le premier niveau, c'est un parcours, une application dans laquelle un conseiller ou un client tout seul va rentrer,
il va renseigner quelques critères et puis il va pouvoir choisir un ensemble de clauses, soit des clauses types, soit une clause notariée. Enfin, il va pouvoir renseigner un premier filtre. Et ensuite, notamment la clause libre, celle dont beaucoup d'utilisateurs s'emparent, c'est être capable de renseigner un à un les bénéficiaires, d'avoir l'idée de comprendre ce que c'est qu'un bénéficiaire en remplacement, le subséquent. Donc, c'est vraiment prendre par la main, finalement, soit le conseiller, soit le client en self-care, et puis aller jusqu'à la génération d'un document qui a une valeur juridique, qui a été paramétré avec l'assureur en amont pour qu'en fait tout le cadrage soit fait et qu'il n'y ait pas d'instance en gestion. C'est que ça viendra produire un document qui, par nature, est valide pour la compagnie d'assurance. Donc, ça fait gagner un temps fou. Et avec souvent sanctuarisé par une signature électronique, si on est en modification de clause ou en mise en place dans un contrat de prévoyance collective, ou en fait va s'insérer dans la liasse de souscription, parce que ça peut être fait aussi au moment où on ouvre son contrat. Donc ça, c'est la première couche applicative. Et puis en fait, quand on regarde ça, on se dit, bon, finalement, c'est peut-être pas si complexe. Mais à y regarder d'un peu plus près, c'est complexe parce que vous ayez un parcours en prévoyance collective, individuelle, épargne retraite, on ne va pas dire exactement la même chose. Et puis, on ne va pas offrir les mêmes choses. Si on dit on veut faire des contrats avec des clauses démembrées pour un contrat d'assurance vie avec des clientèles patrimoniales, ça fait sens. Évidemment, on ne va pas proposer ça en prévoyance collective. Ce serait démesuré. Donc, selon sa typologie de clientèle, on va pouvoir paramétrer, et nous, ça, on s'en occupe en cadrage, dans les phases de cadrage, on définit exactement le périmètre. Et puis, donc, c'est ce workflow, en fait, qui va faire on va dire, la force du dispositif. Et puis, derrière, finalement, ça revient un petit peu à ce que ta question précédente, c'est qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Finalement, quand on se réveille et qu'on se réveille un peu tard, on se dit, bon, il faut faire toute la transformation informatique, c'est pas possible, je peux pas le faire. Donc, comment je peux agir ? En fait, on a construit des blocs technologiques qui vont précéder ce parcours, cette application, par un extranet qui est mis à disposition d'un conseiller ou qui est mis à disposition d'un gestionnaire qui va paramétrer des éléments du parcours et puis qui va surtout lancer un parcours avec son client et ou un gestionnaire qui va récupérer une clause qui a été faite dans la solution. Et puis, on va mettre à disposition un extranet, une plateforme pour le client final, l'assuré, pour que finalement, on ait une solution de bout en bout qui soit SaaS, pour que finalement, la friction informatique, des choses qu'on a pu faire avec Allianz il y a quelques années, j'allais dire, puisse être extrêmement accélérée et qu'on puisse se dire que l'intégration technologique va se faire plus tard. Et justement, donc Yann et Franck, vous avez déployé, on l'a compris, cette solution. Est-ce que vous pouvez nous dire les challenges éventuellement auxquels vous avez été confrontés dans la mise en œuvre? Peut-être Yann. Un des premiers challenges, alors qui était relativement simple à résoudre à l'échelle de l'Ourmel, mais qui peut être un peu plus complexe dans des organisations avec des offres un peu plus diverses, c'est d'avoir une clause standard relativement unifiée en fonction des contrats. Et on voit bien qu'avec les générations de contrats, vous avez pu rédiger des clauses standards complètement différentes dans les offres. Et c'est le point central, puisque effectivement, quand l'usager de la clause bénéficiaire va décider de choisir ou pas la clause standard, si elle ne correspond pas à celle de son contrat, il y a déjà un petit sujet. Donc ça peut être un élément préalable qui est important à avoir en tête. Moi, j'étais relativement convaincu d'origine par la solution parce que voilà, dans le parcours professionnel qui a été le mien, j'ai participé finalement à la création de Beneficiary avec Testamento. Donc forcément, c'était évident pour moi qu'il fallait mettre en place chez Lourmel. Ce qui est clair, c'est que c'est un dispositif qui s'accepte très très bien. C'est-à-dire que c'est un élément qui est facile à expliquer aux salariés en prévoyance collective, facile à expliquer aux RH qui y voient un vrai bénéfice quand ils ont eu une expérience malheureuse, entre guillemets, d'une mauvaise gestion de la mise en œuvre d'un capital d'essai ou d'une rente, parce que forcément, ça rejaillit sur le service RH de l'entreprise alors qu'elle n'a absolument pas envie de se mêler de la vie privée de son salarié. Et parfois, c'est un peu touchy parce qu'on se rend compte que le bénéficiaire, c'était peut-être pas madame qu'on connaît d'habitude. Voilà, donc c'est un petit peu gênant.
Et puis, en interne, dans les services de gestion des compagnies, c'est aussi quelque chose qui s'accepte bien. Parce que pour ceux qui ont un petit peu de recul et de bouteille, je dirais, dans la gestion de tout ça, l'avis d'avant, c'était oh là là, il y a un décès, il faut qu'on retrouve la désignation bénéficiaire. Alors, carton numéro 1, carton numéro 2. Déjà, première satisfaction, au bout de 2 semaines, on a trouvé la clause bénéficiaire. Ah mince, elle est mal rédigée. J'ai pas de clause qui ferme, par exemple. Donc voilà, j'ai Marie Dupont qui est désignée. À défaut de Marie Dupont, rien. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis, au moment où on engage le sinistre, il y a une clause bénéficiaire qui ressurgit de nulle part, avec un bénéficiaire éventuellement même acceptant qui dit « mais non, non, le capital, c'est pour moi ». Voilà. Et donc, voilà, je ne vais pas vous la faire l'histoire. Tous ceux qui sont un peu connaisseurs du sujet ont des expériences douloureuses dans la matière, y compris, le cas échéant, le risque d'être amené à payer 2 fois, puisque, évidemment, si ça va au contentieux, bon, souvent, les juges considèrent que les assureurs ont tout à fait la capacité financière à indemniser large. Donc voilà, donc ça s'accepte assez bien aussi. Donc finalement, j'allais dire, c'est tout bénéfice. Et l'autre point, là aussi, qui est un peu un tropisme en termes de mesure du risque, c'est qu'avec cette solution, on a de la donnée. On a de la donnée sur les compositions familiales de nos assurés, qui est précise. Et donc, si on doit faire des calculs de provisionnement sur des rentes, etc., eh ben, on a quand même de la matière et on n'est plus à prendre des hypothèses un peu fantaisistes qui sont régulièrement challengées, notamment par le régulateur qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, ça a plutôt apporté des opportunités et le challenge était interne finalement en amont de mettre à jour le clausier avec parfois des clauses qui sont un peu hétérogènes en fonction des offres. Voilà. Ouais, ça, je pense que c'est un point de toilettage qui est indispensable pour faciliter. Ok. Franck, un mot chez Allianz? Oui, côté Allianz, en fait, bon, c'est un projet. Hein, pour nous, c'est une gestion de projet. Donc, on a un peu l'habitude quand même de gérer des projets de cette taille-là. La difficulté que l'on avait un petit peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait beaucoup de corps de métier qui étaient impliqués. Et donc, c'est la coordination de l'ensemble. C'est-à-dire que à la fois l'IT, à la fois nos collègues des métiers, donc côté gestion, l'informatique, les équipes de distribution avec mes process owners, et puis les équipes de Testamento. C'est surtout cette coordination serrée qu'il a bien fallu mettre en place pour que le projet aboutisse. Alors, il y a eu des stop and go, des choses à revoir, voilà. Mais en tout cas, il a abouti, et il a abouti aussi avec je dirais des défis, mais plus d'ordre technique. Ce n'est pas tant dans la gestion du projet, mais plutôt d'ordre technique. C'est-à-dire, en fait, c'est cette mise à disposition d'API fluides et connectés à nos systèmes. On n'a pas des systèmes qui sont, je dirais, techniquement en capacité immédiate de mettre de nouvelles technologies. Donc, il a fallu s'adapter, il a fallu travailler à ça. Il y avait aussi un développement de ces API sécurisées. Ça, c'est un sujet, alors tous les assureurs, mais la sécurisation, la transmission de données, la sécurisation des bases de données et la sécurisation de la connexion, ce sont des vrais sujets qui prennent de plus en plus d'ampleur. Enfin, on a quelques sujets dès février d'un de nos acteurs sur le marché financier, on en connaît tout ça, voilà, qu'il y a eu un petit problème. On voit bien que la sécurisation des bases de données est très importante. Et tout ça fait qu'en fait, avec une implication de la compétence de part et d'autre, fait qu'en fait, le projet a pu être dans le delivery, ce qu'on appelle le delivery, et être mis en œuvre au bénéfice d'abord des clients, effectivement, parce que c'est quand même ça le principal, et pour nos intermédiaires, puisque ça leur permet aussi de renouer le contact avec le client. Ça a été dit tout à l'heure, on fait un contrat et puis après on n'entend plus parler du conseiller. Eh bien là, c'est une manière, c'est un nouveau point de contact qu'on lance avec un processus et un service qu'on rend véritablement au client. Donc plutôt un sujet d'APIisation chez Allianz et on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure. Alors finalement, est-ce qu'on peut dire, et donc la question est pour vous tous, messieurs, est-ce qu'on peut dire que la clause bénéficiaire est un sujet de niche ou un sujet central en assurance? Alors évidemment, la réponse est un peu dans la question, mais je la pose quand même. Voilà, non, c'est pas un sujet de niche. On a parlé de chiffres tout à l'heure. Comme je le disais, il y a quand même 87% des salariés qui sont couverts par des contrats prévoyance collective. Donc, bon, ça concerne quand même beaucoup de monde. La prévoyance
Les clauses concernent aussi l'assurance vie, qui est le placement préféré des Français, hein, où voilà, les sommes collectées sont très importantes, comme notamment outil de transmission. Donc, rien que pour ces deux raisons-là, on ne peut pas du tout dire que c'est un sujet technique, enfin un sujet de niche et ni un sujet purement technique. Il y a des vrais enjeux pour l'ensemble des familles françaises. Et peut-être aussi un enjeu d'image pour les assureurs. Très clairement, enfin, j'ai déjà un petit peu développé tout à l'heure. C'est vrai que le jour où on est confronté à une difficulté pour régler le capital d'essai, on est tout de suite regardé avec le fameux adage, l'assureur ne veut pas payer. Alors qu'en fait, on n'a pas forcément les moyens de mettre en jeu la garantie. Donc, c'est délétère en termes d'image. Et donc, oui, c'est un élément vraiment central du fonctionnement du contrat qui, effectivement, et, tu l'as rappelé tout à l'heure, a été sans doute un petit peu négligé pour des questions de facilité, parce qu'à l'époque, on n'avait pas forcément autant de moyens informatiques et de facilité. Aujourd'hui, c'est vrai que ce type de solution comme Beneficiary, ça nous permet vraiment d'avoir une approche très personnalisée et très quali finalement pour pouvoir faire notre job qui est de payer nos garanties quand le sinistre survient. Franck ? Oui, je rejoins tout à fait Yann là-dessus. Hein. On ne peut pas dire que c'est un sujet de niche, Yann et Eric. Quand on est dans la délivrance par rapport à un contrat, la clause bénéficiaire, c'est un sujet en enjeu financier et juridique lors du décès de la personne qui avait souscrit le contrat. Donc, c'est important de s'en occuper et on le voit bien, hein, d'ailleurs, ça a été dit et redit, hein, la CPR a mis le doigt là-dessus, on se doit tous de faire des efforts là-dessus par rapport aux clients et pour que les prestations soient correctement versées et rapidement versées aussi. Donc, on l'a compris, c'est un sujet stratégique et opérationnel. Virgile, peut-être un conseil pour agir concrètement et démarrer un projet. Alors, on en a parlé, cliner son closier, réfléchir à l'apéisation. Est-ce qu'il y a d'autres bonnes pratiques sur le sujet ? Oui, déjà ne pas céder à la panique parce que sinon on fait rien. Et c'est des chantiers qui peuvent faire peur en fait, parce que quand on commence à regarder, je disais, la boîte est énorme, quoi. Il y a beaucoup de choses dedans. Donc nous, la première chose qu'on recommande, c'est déjà d'accepter qu'il y a un sujet à adresser, et ensuite de travailler dans un mode, on va dire, cadrage. Donc étude d'opportunité ou cadrage, c'est vraiment déjà prendre le temps de savoir où on en est. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'il y a tant de difficultés que ça? Où sont les difficultés? Quels vont être les sujets de transformation à adresser sur un réseau de distribution? Qu'est-ce qu'en pense la gestion? Qu'est-ce qu'en pense la conformité? Donc, c'est rassembler tout ce petit monde et puis et faire un état des lieux de ce qu'on a et de ce qu'on voudrait. Donc ça, effectivement, nous, on accompagne. Ça fait partie de la démarche Testamento. On peut le faire soit avec des équipes matures directement, soit avec des équipes qui se posent un peu plus de questions avec des cabinets de conseil, parce qu'il y a besoin vraiment d'apporter ce niveau de réflexion. Donc déjà, bien comprendre où on en est et bien comprendre où on pourrait être, et puis ensuite fonctionner un peu par étapes. Parce que, par exemple, nous, on accompagne depuis récemment un nouveau grand groupe qui a l'enjeu sur la prévoyance collective individuelle et par une retraite. Ils ont compris ça et ils se sont dit, OK, par quoi on commence? Et là, la décision qu'ils ont prise, c'est de démarrer par la prévoyance collective, par quelques entreprises stratégiques et fonctionner un peu, comme l'évoquait tout à l'heure Franck, en mode pilote. Le pilote, ça va se faire sur, en l'occurrence, c'est quand même des gros pilotes, hein, mais commencer avec des solutions SaaS sans connexion au système d'information, je l'évoquais, pour gagner du temps. Et puis ensuite se dire, OK, maintenant que ça marche, on peut passer à l'échelle, on peut généraliser. Donc, vraiment prendre le temps. Et puis nous, c'est des choses auxquelles on est habitué, on sait accompagner. Et parce qu'on se dit, on leur dit, une fois que le moteur est en place, la technologie est en place, on saura vous aider à la déployer dans les autres périmètres. J'ajouterais juste par rapport à ce que disait Virgile, en fait, ça va aussi arriver par les clients. Hein. Les appels d'offres des grandes entreprises aujourd'hui pour des contrats prévoyance prévoit quasiment systématiquement maintenant la digitalisation de la clause bénéficiaire. Donc même des acteurs qui étaient un peu plus réticents pour des raisons à la fois d'évolution des process, de coûts, finalement réalisent que c'est une condition sine qua non pour remporter l'affaire et donc s'y mettre progressivement. Donc il va y avoir aussi une maturation du marché par ce biais-là.
C'est amusant, effectivement, que tu évoques ça, parce que j'étais pas plus tard qu'hier à un événement où j'ai croisé des assureurs et des délégataires de gestion qui me disaient tu le sais pas encore, mais dans tous nos appels d'offres, maintenant, il y a Testamento. Ils le mettent en avant comme une capacité, en sachant qu'ils ont déjà instruit le fait de l'intégrer quand il faudra le faire. Donc là, des déploiements qui vont se faire en septembre-octobre. Nous, on n'a pas démarré encore le projet, pour info. Donc c'est pour dire que, en fait, on peut aussi aller vite sur certains sujets quand on sait exactement par quel bout le prendre. Ouais, donc la clause bénéficiaire a un enjeu de performance commerciale sur le client en particulier, mais maintenant aussi face aux entreprises, c'est un enjeu de différenciation finalement vis-à-vis de la concurrence. Ok. On revient sur le sujet solution et donc quand on décide de faire de la clause bénéficiaire un levier structurant, on va se poser une question très concrète. Est-ce qu'on fait une solution interne? Alors évidemment, je pressens un peu la réponse. Est-ce qu'on s'appuie sur un partenaire externe ou est-ce qu'on va intégrer une brique en mode SaaS via un modèle rent par exemple? Quels sont les critères finalement et peut-être Yann pour faire ce choix? Et question un peu complémentaire, comment on l'intègre? On en a parlé avec toi, Franck, dans les systèmes d'information existants. Quelle logique d'interfaçage, d'APIisation? Il y a deux questions en une question. Alors, je vais d'abord répondre à la première, parce que la deuxième, moi, on n'y est pas encore, justement. Mais c'est pas grave, ça n'empêche pas d'avancer. C'est exactement ce que disait Virgile. C'est-à-dire que la première chose, c'est, bon, nous, on a fait le choix de l'externaliser, parce que c'est beaucoup plus plug and play, excusez-moi pour l'anglicisme, mais une fois qu'on a une clause standard relativement maîtrisée, on choisit des blocs qu'on veut mettre en avant vis-à-vis des salariés sur, on va dire, d'autres types un peu standards de clauses classiques, ou un peu moins classiques, mais finalement qui deviennent assez fréquentes, et on le voit d'ailleurs à l'usage. Vous prenez un jeune salarié qui arrive dans une entreprise, on lui demande de remplir tous ses papiers de prévoyance collective. Bénéficiaire, qu'est-ce que je mets? Voilà, dans bien des cas, je pense que dans la vie d'avant, la clause standard était choisie sans être vraiment choisie, et elle fonctionne pas en fait. Enfin, elle fonctionne si la clause standard prévoit bien les héritiers et ça remonte aux ascendants. Mais en réalité, la situation des plus jeunes, c'est vraisemblablement d'orienter le capital sur des frères et sœurs, par exemple. Donc voilà, ça peut vraiment fonctionner très bien. Et donc, une fois qu'on a ces blocs dans l'appli, c'est extrêmement simple finalement. Donc le choix de mise en œuvre, il est pas si compliqué que ça. On rassemble un peu le juridique, le marketing, on se dit voilà quels sont les cas qu'on pense être utiles à mettre en avant. Ça revient à, j'utilise l'expression faire vivre sa garantie d'essai. C'est-à-dire que en fait, vous avez des situations beaucoup plus standards que la clause standard que vous avez mis dans un portail extrêmement facile à choisir et à mettre en œuvre. Et surtout, par ce biais, vous sécurisez la rédaction finale de la clause. Dans la version papier, que tous connaissent, hein, on a effectivement la possibilité de rédiger une clause particulière à la main. Qui sait faire ça? Personne. Ou alors on le fait, on désigne des situations familiales en désignant des noms alors qu'on veut désigner des situations familiales, c'est pas ce qu'il faut faire, on ne met pas la clause fermeture à défaut mes héritiers, etc., etc. Et donc on crée du risque. Avec ce genre d'appli, on apporte plus de services et on réduit les risques. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de débats. Donc, c'est assez simple. Et pour la deuxième question, une fois que ces données sont collectées, évidemment, comme l'utilisateur s'est créé un espace pour pouvoir faire vivre sa clause, eh bien, on peut réactiver régulièrement de la com pour faire en sorte qu'elle soit mise à jour quand c'est nécessaire. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui va être plus présent à l'esprit, je pense, du salarié ou de la personne qui est couverte. Donc, ça aussi, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un enjeu de proximité, finalement, et un enjeu relationnel. Et surtout, cette donnée, on n'a pas forcément besoin de la rapatrier dans le système d'information de l'assureur. On sait qu'elle est stockée. Et on sait exactement où. Je prenais l'exemple tout à l'heure des cartons de papier pour retrouver les clauses bénéficiaires papier. Je pense que c'est une réalité dans certaines compagnies, surtout quand les contrats sont là depuis longtemps. Le risque, c'est qu'on ne sache même plus où ils sont, quoi.
Donc, plutôt une logique de SI modulaire avec l'ajout de blocs au fur et à mesure des besoins, sans nécessairement, dans un premier temps en tout cas, aller vers de l'apaisation. En tout cas, c'est le choix que vous avez fait, vous, à ce stade chez Normel. Franck, tu veux compléter ? En fait, nous, on a fait un choix d'avoir un parcours digital complet avec sous format d'API pour accélérer justement la mise en place de cette nouvelle technologie et puis donc la capacité de mise à jour accélérée. Donc, c'est un enjeu, on en a parlé, c'est évitement de la déshérence, plus de rapidité, avoir des informations immédiates sans devoir rechercher dans les fameux cartons. Moi, il y a un élément aussi sur lequel je vais mettre l'accent, hein, c'est aussi mettre de la valeur ajoutée ou de l'expertise auprès de nos réseaux. Très clairement, la capacité de cet outil donne de la compétence supplémentaire à nos réseaux en lien et donc dans la proximité. Donc, c'est un vrai plus pour nos réseaux en termes d'expertise pour accompagner les clients lors de la délivrance, les délivrances du contrat. Voilà. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important vis-à-vis de nos clients. Ça montre pourquoi voilà, il y a des intermédiaires parce qu'ils ont une compétence et une expertise grâce aussi à des outils. Et peut-être une dernière question, et après on passera la main à l'audience un peu plus prospective. Alors, on parle beaucoup évidemment d'intelligence artificielle, de data, d'automatisation. Virgile, est-ce qu'on peut, et c'est un peu la phrase choc, mais est-ce qu'on peut compter sur l'IA pour sauver la clause bénéficiaire ? Il faut absolument compter que sur l'IA et ça va tout résoudre. Ça va être une magie. Non, c'est évidemment hyper intéressant de voir comment on intègre de l'IA dans tout ça. Donc nous, notre logique initiale, elle est évidemment très algorithmique. Parce qu'avant, donc on est en place dans pas mal de compagnies depuis 4, 5, 6 ans. L'IA à l'époque était trop peu fiable pour être envisagée. Donc l'algorithmie, la bonne nouvelle, c'est qu'elle ne se trompe pas une fois qu'on l'a bien paramétrée. La difficulté qu'on a avec de l'IA aujourd'hui, c'est qu'il y a encore ces phénomènes d'hallucination qui font qu'on ne peut pas dire qu'est-ce que tu veux, toi, client, lui dire bon, alors, qu'est-ce que tu veux faire, et puis lui générer sa clause, et puis être sûr que la conformité va valider ça. Ça, on est à peu près sûr qu'il ne faut pas le faire. Est-ce qu'on pourrait aller vers ça potentiellement? Oui. Mais pour l'instant, nous, la façon dont on intègre la couche d'IA, c'est déjà, en fonction de ta situation, qu'est-ce que tu peux faire? Donc, on a rajouté des outils qui permettent déjà d'accompagner, parce que le client qui se retrouve effectivement un peu face à cette situation, cette décision de désigner ses bénéficiaires, il peut être un peu en difficulté. Donc, la version 1, c'était d'avoir une vidéo qui explique ce qui peut être fait. La version 2, c'est en gros, qui souhaites-tu protéger ? Et puis, en fonction de ça, je vais te dire quel type de clause pourrait correspondre à ton parcours, enfin à ton projet, en sachant que je connais ta situation familiale, tu me l'as renseigné. Donc déjà, ces premières briques permettent d'accompagner soit un conseiller qui est junior, qui a suivi une formation, mais qui n'était pas encore tout à fait aguerri à la clause bénéficiaire, soit un client qui se retrouve tout seul, comme tu le disais, qui est salarié et qui, en fait, la clause bénéficiaire standard, ça ne lui parle pas du tout. Enfin, l'idée de standard, ça ne parle enfin, nous, maintenant qu'on est dans ce secteur, un client final est incapable. Donc, l'IA va aider potentiellement à faire beaucoup d'autres choses par la suite. Nous, on travaille sur des gros projets dont je ne peux pas trop parler pour l'instant, mais qui vont, je pense, aider aussi les assureurs à passer ce cap parce qu'ils ont des montagnes à gravir. Donc, plutôt de l'apport d'expertise pour le conseiller et de l'aide à la décision pour l'assuré. Exactement. OK. Probablement un peu de conformité aussi, c'est-à-dire que si les personnes rédigent des clauses, l'IA peut voir si c'est un premier niveau de conformité ou non. Tout à l'heure, on disait les clauses ouvertes, là où il manque, et par défaut les héritiers. Bon, ça peut tout à fait se faire par l'IA sans qu'il y ait un gestionnaire qui passe du temps à relire l'ensemble des clauses. Ouais. Est-ce qu'on a des questions dans la salle ou à distance? Oui. Merci. Je veux savoir quelle implication on va avoir la dernière décision de la Cour de cassation sur ces clauses bénéficiaires. Donc là, il y a une décision qui vient d'être rendue par la Cour de cassation qui rappelle en fait que quelle que soit l'origine de la clause bénéficiaire, finalement, qu'elle ait été rédigée
avec l'assureur ou l'assuré seul, elle est valable et elle doit être prise en compte par l'assureur. Qu'est-ce que ça change finalement? Bon, finalement, je vous évoquais en introduction qu'on a fait, nous, la première innovation, c'était le testament en ligne. C'était la même chose dans le monde civil hein, du testament. Vous avez fait un testament chez un notaire, 3 jours plus tard, vous faites un testament tout seul qui est valable juridiquement, c'est celui-ci qui prévaudra, même s'il y a un autre qui est enregistré. Donc, on va dire c'est un lien qui va, on va dire, un peu forcer l'assureur plutôt à prendre la main et se dire il faut que ce soit moi qui fournisse les outils, les meilleurs outils possibles à mes assurés, parce que sinon, ils vont essayer de faire tout seuls et ils vont, comme l'évoquait Yann, probablement se planter. Parce que si on lit même les très aguerris qui viennent de regarder les templates dans Mieux vivre votre argent et qui vont faire leur clause toute seule, il y a de grandes chances quand même qu'il y ait un problème. Donc, c'est l'assureur qui doit prendre la main là-dessus. Pour moi, en tout cas, c'est notre conclusion chez Testamento. Est-ce que vous avez des compléments ? Je valide ton approche. C'est vrai que je pense, je connais pas précisément le dossier qui a fait l'objet de la décision de cassation, mais c'est vraisemblablement un dossier où effectivement il y a une clause manuscrite qui est venue couvrir autre chose. L'enjeu, c'est que en fait le client se dise mais j'ai pas besoin d'aller prendre un morceau de papier pour écrire ma clause. J'ai un outil qui le fait très bien et qui va m'aider à bien la rédiger. Il n'y aura plus de débat. Une clause manuelle comme ça, je suppose que au moment de l'issue du contrat, probablement il va falloir pouvoir justifier que cette clause-là était valable, que ça n'a pas été d'une manière frauduleuse fait écrire. Donc je suppose qu'au niveau de la gestion, ça va. Au niveau des compagnies d'assurance, alors peut-être que sur d'autres contrats aussi, au-delà de l'assurance vie, est-ce que ça ne va pas compliquer et comment peut être géré par les compagnies? La complexité existe déjà en fait. On ne sait pas s'il n'y a pas chez nos assurés des assurés qui ont généré, entre guillemets, individuellement des clauses dont on n'a pas connaissance et dont il faudrait tenir compte au moment du débouclage du sinistre. Là, en fait, aujourd'hui, en outillant davantage nos usagers, on limite vraisemblablement le fait qu'ils aient envie de le faire sur papier libre. Et donc on canalise le format avec une conformité, un horodatage qu'on maîtrise finalement. Donc on va réduire, je pense, l'occurrence d'une situation telle que le dossier qui est allé en cassation. Maintenant, on n'évitera jamais des sujets un peu litigieux qui pourraient même être effectivement frauduleux le cas échéant. Mais par contre, je pense que dans la grande majorité des cas, on va canaliser l'usage et le sécuriser pour le rendre en plus fiable d'un point de vue rédactionnel. Il y a un côté autonomie, en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait changer sa clause, il faut qu'il aille voir la RH, etc. Ça peut être assez même intrusif sur ce qu'on disait, sur la vie familiale. Donc, c'est beaucoup plus facile de faire ça au travers d'une offre digitale. Quand elle n'existe pas, c'est vrai qu'il y a plus de probabilité que la personne le fasse de son côté et que ça ne soit pas centralisé et tracé. Et sur le niveau assureur, la mise en place, d'abord, sécurise par le biais de ce contact, de ce nouveau contact, mais on envisage aussi des opérations dans le cadre de projets à venir, des opérations sur le fonds de portefeuille pour justement remonter les vieux portefeuilles et puis limiter. Il y a toujours un risque. Si on fait effectivement un testament à côté, on ne sait pas. Par contre, si on a pris contact avec le client et puis qu'on a pris la précaution de bien l'enregistrer, eh bien notre risque il est complètement réduit. Et donc, ça nous permet de sécuriser aussi, tant pour le client que pour les assureurs, bien entendu, en termes de capitaux et de provisionnement de capitaux à verser. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle ? Oui, bonjour, merci pour cet enrichissement. J'ai une petite question sur le volet des transmissions entre un testament, entre un notaire et des compagnies d'assurance. Est-ce qu'il y a des outils digitaux qui le permettent aujourd'hui ? Il y a, si on parle du testament, donc il y a ce fichier central des dispositions des dernières volontés
qui recueille l'ensemble des données d'un testamentaire, la clause bénéficiaire elle peut être enregistrée également dans ce fichier central. Donc, si un client a fait sa clause bénéficiaire chez son notaire, il va pouvoir la faire inscrire dans ce fichier et au moment du décès, le notaire le fichier est interrogé, le notaire est identifié et on peut aller le voir. Ce qui se passe, c'est que ça, c'est un process qui est, on va dire, indépendant. Et là où nous, ce qu'on a fait, par exemple, avec Allianz, c'est qu'on a permis de référencer le notaire, enfin, de référencer le fait qu'il y ait une clause bénéficiaire chez un notaire. Et donc, ça veut dire que l'assureur, au lieu de se retrouver à récupérer un document un mois après le sinistre, le décès, il en a connaissance en amont. Et il peut, on va dire, prendre les devants, et soit contacter, enfin, en tout cas, ne pas commettre l'erreur de verser des capitaux au mauvais endroit, ou en tout cas se planter sur le process, quoi. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, aussi une exécution rapide. Que ça ne prend pas des mois. Le fait d'avoir cette information-là permet de la traiter beaucoup plus rapidement que le cas où elle n'existe pas. Et puis après, c'est de la recherche d'informations, à qui il faut verser, comment il faut verser. Donc voilà, c'est aussi important. C'est dans l'exécution rapide. La CPR a mis le doigt aussi sur ce sujet-là, l'exécution rapide de la délivrance de la prestation. Oui, est-ce que vous avez mis en place des sécurités supplémentaires ou bien même des blocages par rapport aux personnes âgées ou aux personnes vulnérables? Pardon, juste, je vais apporter un complément parce qu'on a une question en ligne aussi qui a été posée, qui est assez proche. Donc, la question, c'est, pardon, on a eu plusieurs. Comment s'assurer qu'il n'y ait pas d'abus de faiblesse quand il s'agit de testament, modification de clauses en ligne? Oui, alors sur le process, c'est un process qui est déjà très encadré. Évidemment, on a donc toute une chaîne et ça se fait pas, c'est pas one shot. Il y a tout un process qui permet d'exécuter la demande du client parce qu'il s'agit quand même de la demande du client. Et puis on a aussi des moyens de contrôle derrière. Bien entendu, les centres de services techniques font des contrôles sur les opérations menées. Et puis on a des outils et là on utilise un petit peu d'IA pour aller chercher justement en croisant plusieurs données, d'aller chercher là où on a des modifications de clauses qui nous paraissent on va dire borderline par rapport à un âge effectivement avancé, ainsi de suite. C'est par ce biais-là et on va chercher des informations complémentaires, des pièces complémentaires auprès de nos réseaux. Donc c'est plutôt comme ça qu'on procède en termes de contrôle et de sécurisation. Oui. Pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait que ces derniers testaments qui vaut, en sachant que c'est horodaté, mais là ça peut. À ce moment-là, je veux dire, s'il n'y a pas une validation par un tiers de confiance qui est, dans ce cas, juridique, un notaire, je ne vois pas comment un papier manuscrit avec la date du 12 juin 2025 pourrait prendre le dessus juridiquement sur un acte qui a été stocké chez un notaire. C'est juste la loi, malheureusement. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que, en fait, vous êtes libres, tous, ici, et ceux qui sont en ligne, de définir vos dernières volontés en toute autonomie, sur une nappe, sur vos clauses bénéficiaires, sur votre testament global. Ça, vous pouvez le faire légalement. Donc, c'est ça, maintenant qu'on a dit ça, si on compare, on va dire, l'avant et l'après, l'avant, c'était, il y avait un formulaire papier qui traînait sur un bureau que la femme pouvait prendre, ou le mari, ou qui souhaite, et envoyer ça à l'assurance. En fait, on n'y voyait pas plus qu'avec du digital, sauf que le digital intègre des contrôles, intègre la traçabilité, intègre des niveaux de signature électronique qui peuvent varier en fonction du cas. Il y a des cas où la simple signature de OTP, One Time Password, est retenue. Et puis pour des cas, notamment en assurance vie, on a beaucoup plus souvent de la signature de niveau 2, donc un niveau de validation de la pièce d'identité. Et je pense que avec le temps, on va aller vers des niveaux de signature qui vont se rehausser, avec des validations comme vous faites d'authentification par le biométrique. Donc, c'est ça qui va se passer, je pense, dans les prochaines années.
Donc, effectivement, on avait une question sur est-ce que le règlement de bonne foi prévaut-il sur les dispositions connues a posteriori du traitement? Je pense que ça rejoint peut-être un peu ce même sujet. Je ne sais pas si vous voulez réagir. Je n'ai pas trop compris la question. Est-ce que le règlement de bonne foi prévaut sur les dispositions connues a posteriori du traitement? C'est-à-dire, je pense qu'il y a un règlement qui est effectué et a posteriori, on découvre que ce n'est peut-être pas la bonne personne. Je pense que en fait, je pense que ça revient à la Cour de casse, l'arrêt de la Cour de cassation. En fait, l'arrêt de la Cour de cassation, il dit que justement, l'assureur a été de bonne foi s'il a respecté les informations dont il disposait. Et après, on peut avoir du contentieux sur la suite, mais l'assureur a fait son job, en fait. Et je pense qu'il fera d'autant plus son job qu'il aura justement mis à disposition des outils et des moyens pour que le client puisse exprimer ses volontés. Si je comprends un peu la question entre les lignes, la réalité, si effectivement on est amené à faire un premier règlement et que quelques temps après, on nous dit non, en fait, c'était pas ça parce que vous n'aviez pas la dernière information, la question va se poser, est-ce que je régularise mon premier paiement? Parce que de toute façon, je vais faire le deuxième. S'il est fondé. Donc là, se pose la question de la conformité, mais aussi éventuellement de l'image ou d'un arbitrage qui serait plus commercial en fonction des montants. Je pense qu'on n'aurait pas la même décision quand on doit verser 2 fois 5 millions ou quand on doit verser 2 fois 15 000. C'est un petit peu terre à terre, mais malheureusement, c'est la vérité. Donc là, je pense qu'il n'y a pas une seule réponse à cette question. Ça va vraiment dépendre de la situation et vraisemblablement aussi du délai entre le moment où on a réglé de bonne foi et puis l'apparition d'une nouvelle information fiable. On a encore quelques questions, notamment pour Virgile. Donc, la première, comment intégrer votre solution quand nos partenaires assureurs ne la proposent pas directement? Par exemple, Allianz qui ne propose pas l'outil au courtier. C'est pas une question pour moi, ça. Bon, moi je suis sur les... Pardon, je ne me décharge pas puisque j'ai travaillé pour le courtage aussi, donc voilà. Je suis sur le réseau de distribution propriétaire. Et effectivement, pour un groupe, l'investissement au sein des réseaux propriétaires est très important, donc c'est un outil qui nous a paru absolument indispensable à mettre en place pour nos réseaux propriétaires. Ce qui ne veut pas dire qu'au niveau de la direction métier, et là c'est un choix plutôt métier, c'est-à-dire on l'ouvre aussi dans des phases de process avec les courtiers. La différence, c'est que les courtiers, c'est des systèmes techniques différents. Chacun a un peu son système informatique propre. C'est beaucoup moins faisable, en tout cas vu de notre fenêtre, de mise à disposition d'un service de ce type-là auprès des courtiers que par rapport à des réseaux propriétaires avec une informatique centrale. Voilà, donc le sujet, il tourne autour de ça aussi. Et ça ne veut pas dire qu'on ne veuille pas mettre le service aussi à disposition, puisqu'après tout, derrière, ce sont des clients aussi pour le contrat Allianz, avec des contrats Allianz, mais la difficulté, elle est beaucoup plus importante avec le monde du courtage. Bon, on a quand même une bonne nouvelle pour ceux qui ont posé la question. On a construit une solution qu'on appelle Pilot et qui permet à un indépendant, un courtier, de s'équiper de ces solutions de façon autonome et de pouvoir gérer à la fois la découverte de besoins, la gestion de la clause bénéficiaire avec des éléments de conformité également. Donc, ils ont les moyens de façon autonome d'aller chercher cette technologie aussi. Donc, deux petites questions encore. Donc, la première, c'est y a-t-il des champs bloquants dans l'outil qui permettent de s'assurer de la complétude des éléments attendus? Oui, alors ça, c'est, j'allais dire, de l'algorithmie et des règles. Donc ça, j'allais dire, dans la mesure où des solutions ont été développées depuis des années, c'est des choses qui se sont renforcées au fur et à mesure, qu'on a co-construit avec nos partenaires. La première, c'est qu'effectivement, si vous désignez une personne et que vous n'avez pas son nom de naissance, si vous n'avez pas son date et lieu de naissance, ça va être compliqué d'exécuter le contrat, donc ce genre de choses. Et après, en fonction des typologies de contrats et de partenaires, certains vont exiger, par exemple, qu'on collecte l'adresse email, le numéro de téléphone du bénéficiaire, avec évidemment l'engagement de ne jamais les contacter sans le consentement. Donc, on va dire que ça, c'est des règles qui sont définies. Donc, nous, on fournit, on va dire, le set de règles principales. Et ensuite, dans la phase de paramétrage des outils,
en fonction des enjeux de chacun, on va aller régler ce niveau de précision qu'on veut. Un dernier exemple, mais qui est tout bête, c'est qu'on ne peut pas passer, c'est une logique absolue, hein, mais on ne peut pas passer avec une distribution de capital de plus de 100%, mais pas non plus moins. Parce qu'en gestion, c'est compliqué lorsque les gens n'ont pas réussi à faire leur addition et ils ont distribué 92% ou 110, quoi. Donc même si ce n'est pas impossible de régler le contrat dans ces cas-là, on fait des règles de 3, bah, ça reste des choses hyper complexes, quoi. Donc ce genre de choses vient avec la solution. Et dernière question, on a beaucoup de questions du chat. Comment se connecte le client qui souhaite modifier sa clause en autonomie? A-t-il des identifiants spécifiques? Il débranche à partir de son espace client vers votre outil? Comment c'est intégré, je pense, dans l'espace assureur? Alors, je pense que la question, elle est multiple et la réponse va l'être aussi, mais parce que ça dépend du type de contrat. Est-ce qu'on est en prévoyance individuelle, collective? Est-ce qu'on est justement branché à un extranet existant de la compagnie ou du délégataire? Il y a plein de cas. Ce qui est sûr, c'est que nous, on couvre l'ensemble de ces cas avec des solutions qui peuvent être complètes, qui mettent à disposition une URL spécifique à un salarié pour qu'il puisse s'enregistrer et se créer son propre compte s'il n'en existait pas par ailleurs, jusqu'à une intégration SSO avec des espaces clients de nos partenaires. On a une dernière petite question qui vient d'arriver et puis après on va terminer là. Donc, est-ce que votre solution permet de relancer à fréquence définie les clients pour la mise à jour de leur clause bénéficiaire? C'est une super question, ça. Merci. Merci pour cette dernière question. En fait, dans tout le dispositif que nous, on a construit, la notion de marketing automation était importante et donc elle a été mise en place. Donc, on va plutôt parler de ça en prévoyance collective. Tu l'évoquais tout à l'heure. On a des partenaires qui vont opter pour cette solution que nous, on a construite, qui est un système de relance régulière. Mais on peut également projeter vers plus que ça pour aller chercher du rebond commercial une fois que les parcours sont faits. Donc, les possibilités sont assez multiples. Ce qui est sûr, c'est que les évolutions réglementaires font qu'il va falloir régulièrement aller poser la question aux clients et que si à chaque fois le réseau doit se déplacer chez tous les clients tous les 2 ans, ça va être complexe. Donc, il faut intégrer du digital là-dedans aussi. Je pense que c'est là où il y a un petit peu d'IA qui va peut-être nous aider. C'est-à-dire qu'on peut détecter des signaux faibles de modification de la situation de famille qui permet du coup, derrière, de cranter vers l'assuré pour lui dire « Ah, est-ce que ce ne serait pas le moment de modifier sa clause bénéficiaire ?» Très bien, merci beaucoup à tous. Merci pour les questions en ligne. Et attendez, je vais vous donner le micro pour que les gens en ligne puissent… Donc, ça s'adresse à Virgile pour Testamento. Est-ce qu'il y a des discussions pour obtenir un label étatique avec le ministère qui se charge de ces questions pour, en fait, accéder à service Testamento par le biais d'un guichet unique, comme les impôts, tout ce volet administratif qui fait partie du pipe entre l'assurance, l'assuré et l'État. Voilà. Ce serait assez logique, hein, je suis complètement d'accord. Donc, ce rapport étatique, on le voit, nous, par des systèmes de connexion vers des évolutions vers du France Connect ou des choses comme ça. Ce sera une première étape. Et puis, à la suite, c'est plutôt par la force des réseaux qui ont été déployés que les assureurs ensemble, enfin nous on les rassemble régulièrement, on les fait se parler et pour voir s'il n'y a pas à terme ce genre de dispositif qui serait en place, ce serait évidemment formidable pour le client final. Merci beaucoup à tous. N'hésitez pas, évidemment, si vous voulez prendre contact avec Virgile, à nous contacter. On vous fera la mise en relation. Bravo, messieurs, madame, et à bientôt. Merci à tous.